faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour peut-être l'un des derniers épisodes du podcast NBA Extra de la saison. Je suis avec Chris Singleton. Salut Chris. Hello sir. Et un invité exceptionnel, Yann Maïnmi. Salut Yann. Salut. Il est vraiment exceptionnel. Ah, il est exceptionnel. Arrêtez doucement. Tout est exceptionnel, la tenue, et la voilà, carrière. ça y est. Mais attends, me donne pas la tenue, personne l'a vu encore. Ouais, mais attends. quand ça va sortir le podcast, l'émission sera déjà passée. D'accord. Du coup, ils auront vu normalement. Boston qui a gagné pour la 7e fois en 7 matchs à l'extérieur cette saison en play-off, 99-106. Il y a maintenant 3-0 pour les Celtics. Bon, je commence par toi, Chris. Oui. Ça sent très très mauvais pour les Mavericks et à l'inverse, ça ne pouvait pas mieux se passer pour Boston. Non, Boston était vraiment au rendez-vous. On avait une équipe, même si à un certain moment, ils ont tombé dans leurs mauvaises habitudes. C'est-à-dire des shoots un peu mal choisis, des paires de balles, manque de concentration de défense. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ils ont joué comme des vrais champions hier, avec la participation de tous leurs joueurs. Tout le monde qui a mis les pieds sur le terrain a apporté quelque chose. Et c'est pas que du Tatum et du Brown. Ça se passe autour aussi. Chacun, à un moment ou à un autre, a fait un big play pour faire en sorte que les Celtics repoussent cette charge de Dallas qui était mieux. Certes, Doncic a mis des points, Kyrie Irving a mis des points, mais pas vraiment dans le moment qu'il fallait les mettre. Donc c'est pas combien, c'est quand vous les mettez. Tout simplement, l'équipe de Dallas n'a pas assez d'aide autour de ces deux joueurs-là. Et puis la défense de Boston, il faut quand même mettre en avant. C'est vraiment une équipe qui est très forte les deux côtés du terrain. C'est vraiment au point les Celtics parce que même quand Dallas revient en fin de match avec ce run incroyable dans le 4e carton, après avoir pris un éclat juste avant, finalement Boston panique absolument pas et à la fin on a envie de dire ça se joue dans le money time mais ça se joue pas non plus sur le dernier shoot quoi. Sur la dernière minute t'es serein en fait à Boston. Ouais, moi je pense que cette équipe de Boston, elle est pleine de maîtrise. En fait, des deux côtés du terrain, elle panique pas, elle montre vraiment son expérience. Là, franchement, sur ces finales, il y a une vraie différence en fait en termes d'expérience, en termes de maturité de jeu. C'est une équipe de Boston qui, sur tout le match 3, en fait, a pu contenir les runs. Parce qu'on sait très bien au basket, c'est ça, il y a toujours des runs en fait, c'est jamais parfait. Et en fait, Dallas est rentré dans le match de la plus belle des façons. Comme moi, je les attendais en fait. Ils ont cogné, ils ont été très agressifs d'entrée de jeu. Et Boston a vraiment, sous contrôle, a su prendre le punch et après, petit à petit, continuer à installer son jeu. Et ce que Boston fait, ils font rien de magique, hein. C'est simplement, ils ont commencé la série avec un bon schéma défensif, ils arrivent vraiment à appliquer ce qu'ils ont envie de faire sur le serpent à deux têtes des Mavs, Kyrie Irving, Luka Doncic, ça marche. Et ils continuent à le faire et ça continue à marcher. Et c'est frustrant en fait. C'est frustrant. Ça change jamais de tactique aussi pour Dallas parce qu'il n'y a pas non plus 50 solutions en attaque, hormis Doncic et Irving en fait. Et c'est ça le vrai problème. Peu importe à quel niveau ces deux joueurs sont, en fait, pour moi, c'est pas ça qui va les faire gagner. Et donc, c'est très frustrant, en fait, pour les Dallas Mavericks. Et surtout, dans ce match, en fait, on se rend compte que, en fait, Boston n'ont jamais été effrayés. Jamais. Et à un moment donné, on pouvait se dire « Ah, sans Porzingis, ça peut être compliqué. » En fait, non. C'est pas si compliqué que ça. On a un apport du banc qui est toujours aussi efficace. Tillman, moi, je pense que c'est une très, très bonne option parce que surtout en défense, ça te permet en fait de continuer les mêmes schémas défensifs que tu fais d'habitude. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, il t'a mis un petit shoot à 3 points et les choses comme ça. Donc non, c'est une équipe de Boston qui est pleine de maîtrise et il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance dans le basket. C'est comme ça. Et ils sont logiquement à 3-0. Oui, c'est l'expérience, comme Yannick l'a dit. Tous les jours, ils ont appris quelque chose, que ce soit individuellement, Tatum ou d'autres, avec l'addition d'Holiday qui est un coup magnifique parce que c'est un des meilleurs joueurs des deux côtés du ballon. Et Mazzulla, il faut que je dise quand même respect, parce qu'il gère ce groupe vraiment comme il le faut, il fait les rotations comme il le faut. Par moment, on a dit, mais pourquoi il ne prend pas Tom Holland? Justement parce qu'il a transmis à ses joueurs cette capacité de passer l'orage
Et puis d'appuyer sur ce qu'ils font bien. Donc, quand ils sont pas bien en attaque, ils concentrent énormément sur le côté défensif. Et là, ils ont fait la diff. Pour moi, coach que je regarde, une chose qui me saute aux yeux, c'est que la plupart des shoots de Dallas, c'est avec un dribble. Ils les obligeaient à trouver un shoot. La plupart des shoots des Celtics, c'est catch and shoot. C'est percussion, pénétration, pitch. Les joueurs sont prêts. Je sais quand ils sont chauds et voilà. Et là, et en plus, hein, Boston, en termes d'adresse... Oui, c'est pas exceptionnel exactement, non plus. quoi. Ouais. Il rate beaucoup de shoots ouverts. Ouais. Beaucoup. Et Chris a bien fait de le souligner. Ce ratio en fait de pass death, il est très important. Ça, il faut regarder en fait. Il y a, je pense que Dallas finit à peut-être 15 passes, c'est pauvre. Sur tout un match, faire entre 10 et 15 passes, c'est très pauvre. Et je crois que Boston, ils sont à 25, entre 25 et 30 passes, quoi. Donc, d'avoir coupé, en fait, pour Boston, toutes ces relations de lob, toutes ces relations où les joueurs comme Derrick Jones Jr., Lively, où ils avaient des paniers faciles, et en fait, c'est ça, en fait. C'est pas du génie, mais en termes de coach, en termes de coaching, c'est là où Mazzulla, il a été fort. Mais comment Boston, justement, coupe ses lobes, toutes ces passes faciles qu'on met de Doncic pour Gafford, Lively, Derrick Jones au tour d'avant contre Minnesota, où il y avait quand même... Déjà, au point de vue défensif, il ne switch pas tout. Il reste collé sur le joueur qui roule en bas. Il empêche aller dans cette position de lob. Et je répète encore une fois, cette équipe de Boston, c'est une des meilleures équipes défensivement sur le ballon. Contrôler le dribble, envoyer le joueur où ils veulent. Et eux, ils ont une structure défensive derrière. Quand un joueur drive, ils voient la case. Hein. Ils voient les 4 joueurs à l'opposé avec leurs pieds dans le raquette et ils ne vont pas laisser accès. Et le ballon, il sort en retard, pour ça que je dis. Et les rotations défensives de Boston, ils sont au point où ils sont obligés, une fois qu'ils attrapent le ballon, de dribbler. Donc, tu enlèves... Tu enlèves les shoots du coin qu'ils ont eu souvent, les Washington, ils les chassent de ligne de 3 points, ce qui est c'est un gros effort. C'est une performance rare. 3 matchs pour Dallas, jamais on a atteint les 100 points pour l'instant pour les Mavericks. C'est dire aussi la performance de la défense de Boston. C'est ça le problème en fait pour Dallas. C'est de scorer contre cette équipe. Alors comment ils arrivent à couper ces passes, c'est aussi dans... C'est-à-dire que oui, comme Chris l'a dit, ils tiennent les 1 contre 1. Donc, ça force... Il n'y a pas de décalage créé, en fait, dans les drives. Et c'est surtout que sur les écrans, parce que la majorité des lobs que Dallas on a pu voir cette année, c'est les lobs entre Luka et les big men, Gafford et Lively. Mais sur les écrans, ils changent. Donc... Il n'y a pas de décalage de créer. L'intérieur, Gafford ou Lively, ils ne sont jamais en fait en ligne course directe vers le panneau. Donc c'est très compliqué. Et ce qu'il y a de très frustrant pour Dallas, c'est que comme ils ont du mal à marquer des paniers, ils ne développent pas de jeu de contre-attaque. Et quand on ne développe pas de jeu de contre-attaque, ça coupe toutes les lobes, tous les paniers faciles, tout ça. Et donc, ils galèrent. Et Lively et Gafford, tout ce qu'ils font, en fait, c'est prendre des rebonds offensifs, en fait. C'est compliqué pour même Derrick Jones Jr. Il a mis quoi ? Il a mis 2 paniers. Il est effacé du jeu. Ouais, on le voit pas du tout. Ouais. Parce qu'on sait très bien qu'il ne peut pas créer son shoot. Mais en même temps, il n'y a pas de décalage créé pour mettre ses shoots ouverts à 3 points. Il n'y a pas de décalage créé pour mettre ses petits alley-oop. C'est compliqué. Donc l'objectif de Boston, défensivement, c'est les obliger, les joueurs comme ça, à mettre le ballon par terre. Pour essayer d'aller chercher ou créer un shoot, ce qu'ils ne savent pas faire. Ça, du coup, c'est vrai que Boston en attaque, c'est quasiment 5 joueurs qui sont capables de passer leur vis-à-vis, de jouer le 1 contre 1. Et à la finale, Dallas, il n'y en a que 2. Et c'est là où ça pose un gros souci. Et la base de tout ça, c'est Luka Doncic, on va forcément en parler, qui ne fait pas un mauvais match, qui est peut-être diminué physiquement, mais qui, déjà en défense, ne tient pas lui du tout, c'est 1 contre 1, et ça crée quasiment à chaque fois un décalage pour Boston. Et en attaque, même s'il marque beaucoup de points, sur son premier pas, il est quand même beaucoup moins incisif qu'avant. On aura le droit d'être pas d'accord avec toi. Bien sûr, on est là pour ça. Tu dis que Luka Doncic a fait un bon match. Je te dis, il fait un bon match statistiquement. Il a fait mal à son équipe. Surtout en première mi-temps. Un podcast, c'est pas les stats. On a déjà parlé de ça. Luka Doncic, il fait très mal à son équipe. Ils ont passé la soirée
Je vais vous dire, un temps mort pour Doncic, c'est le temps que Dallas est en défense. Voilà, c'est là qu'il se repose. Et puis, on a vu des images hier qui sont aberrantes. On l'a vu ça aussi sur les 2 premiers matchs, finalement. Oui, donc, Dallas est obligé de défendre à 4. Et crois-moi, c'est impossible contre une équipe comme Boston qui a autant d'attaquants agressifs vers le cercle, qui bougent, qui coupent. Et le rebond aussi. Doncic, on l'a vu, mais maintes fois, ne pas bloquer au rebond. Juste de retourner et penser à son prochain shoot. Donc, pour moi, c'est un des joueurs le plus merveilleux au monde en attaque. Mais en ce moment, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête de parler aux arbitres parce que son 6e faute, s'il est bien avec les arbitres, peut-être il ne siffle pas cette faute-là contre lui. C'est plus la 5e, moi, qui me dérange. Oui, peut-être avec Jaylen Brown qui l'enroule. La 5e, Oui, c'est la plus dure, je trouve. Mais quand tu râles tout au long du match, tout au long de la saison, les arbitres, ils parlent entre eux. Et puis, finalement, je pense qu'il n'est pas bien vu. Moi, pour le cas Luka, j'ai 3 actions sur le match 3 qui me restent vraiment... parce qu'en fait, les finales, on sait qu'il va mettre des points. On sait qu'il va faire des passes. Ça, c'est pas ça le problème. C'est les détails. Quand on commence à rentrer dans le Game 3, Game 4, ça, on commence à rentrer dans les détails. Et quand le leader de l'équipe en question, Luka, fait des fautes où je le trouve pas concerné, là c'est grave. Il y a des fautes, même Kyrie aussi, ils ont fait des fautes en défense qui sont extraordinaires. Par exemple, on dit souvent, quand il y a un drive ligne de fond de 45 degrés, la personne qui garde le shooter dans le corner ne doit pas venir aider parce que c'est la passe la plus facile à faire dans le basket. Et le shoot dans le corner, c'est aussi le celui plus facile. voilà, avec le plus haut pourcentage. Voilà. Ah ouais. Et 2 fois, en fait, les deux, Kyrie et Luka, ils viennent aider dans un drive, ils laissent le shooter ouvert dans le corner. Ça, c'est des fautes en tant que coach, c'est des trucs qui font péter les plombs. Pareil au rebond offensif, j'ai plein d'images où, en fait, il y a un shoot qui est pris, qui est pas bon, c'est-à-dire bonne défense des Mavs. Et Luka, il est complètement désintéressé du rebond. Il n'essaie même pas de bloquer. Il n'a même pas tourné la tête en fait pour voir s'il y avait un gars à bloquer, quoi. Il est juste là dans la laine, quoi. Et le gars, il vient, boum, rebond offensif. Jrue Holiday. Ouais. Pour moi, l'action qui résume tout le match, Dallas est à -13. Fin du 3e quart-temps. Dernière possession. Jaylen Brown à la balle. Il appelle exprès, il dit à Sam Houses, viens faire l'écran parce que Sam Houses, il est défendu par Luka. Ouais, donc tu as switch. Donc il sait qu'il va switch. Mais il sait que Luka, il est tellement pas concerné en défense, il n'utilise même pas l'écran. Juste, il reject. Il part tout droit à l'arceau, il met le dunk qui, pour moi, restera iconique dans cette série de playoffs et ses finales. Et il met un gros toto, boum, sur toute la défense de Dallas, qui se regarde et voilà, ils sont à -15. Tu commences ton 4e quart-temps à la maison, Game 3, -15. Tout ça, c'est des petits détails. Les gens n'ont peut-être pas fait attention à ça, mais c'est comme ça que tu perds. Et c'est pour ça que quand Chris dit qu'il a fait un mauvais match, oui, il a fait clairement un très mauvais match. Il ne faut pas regarder les stats. Là, on est là pour gagner des matchs et il y a certaines choses à faire pour gagner ces matchs. Et Lucas ne les fait pas. Oui, il y a trop d'errements en défense et ça... Et du coup, en attaque, il ne compense pas non plus. Lui, un jour, ce que j'ai dit tout simplement, c'est lui, un jour, il veut gagner un titre. C'est pas en jouant comme il joue actuellement. Il faut qu'il se regarde dans la glace en disant je fais mal à mon équipe. Quand je parle aux arbitres comme ça, quand je parle mal aux arbitres, quand à chaque fois je mets un geste avec la main, il y a faute. Heureusement que les équipes, ils n'ont pas 10 challenges parce que Luka Doncic, il l'utilisera tous. Donc, non, il peut pas. Il faut que lui soit honnête avec lui-même. Voilà, ça ne passera pas comme ça. Mais c'est bien en fait. Dans la maturation d'un joueur, c'est bien de passer par des moments comme ça parce que, bon, moi je pense qu'ils vont perdre, les Mavs, mais la remise en cause cet été va être bonne. Et Luka, pour passer encore un cap, parce que là les gens disent que Luka il est dans son prime, ce que je pense je valide, avec 5 first All-NBA team à son jeune âge, il est dans son prime, mais ça suffit pas en fait. Si ton objectif, c'est vraiment de rapporter un autre titre aux Dallas Mavericks, tu dois faire mieux. Et la catégorie où il doit faire mieux, c'est là. C'est les détails en attaque, en défense surtout. En défense, c'est son comportement. Quand il va
arriver à maturer dans ce secteur de jeu, je pense qu'il sera prêt à ramener un Oui, titre. c'est déjà trouver quelqu'un qui le respecte. Parce qu'à un moment donné, tous les grands joueurs, ils n'ont jamais dit « j'ai fait moi-même ». Kobe Bryant n'a jamais dit « j'ai fait moi-même ». Il a parlé avec beaucoup de monde. Michael Jordan a parlé avec beaucoup de monde. Comment je peux? Parce que Michael Jordan, son début de carrière, il ne faut pas oublier, il ne gagnait pas de titre. Non, puis Mais il y avait mettait des sweeps 50, aussi, ouais. 60 points, et puis un jour, un clic, boum, comment on fait pour gagner des bagues? C'est ça que je veux. Si Luka Doncic dit « je veux gagner des bagues », il faut qu'il s'entoure avec les gens Mais déjà attends, qui il sont a capables Dirk. de lui dire Il la a vérité. Dirk. Qui d'autre il a Bah oui, besoin? bah va parler avec lui. Non, Dirk, je Mais pense- s'il demande des conseils défensifs à Dirk Nowitzki, Ça, c'est vrai, ça. c'est pas forcément C'est vrai. le bon gars à aller voir, quoi, tu vois. Non, mais tu sais bien, les meilleurs conseillers, c'est ceux, voilà, c'est les profs, hein. C'est pas que tu fais, Ouais, non, ce mais que tu sais. Ouais. Mais c'est bien. Moi, je pense dans la maturation de Lucas, ça prouve que malgré tout son talent, Lucas Magic, tout ça, je pense il a encore une belle marge de progression et c'est de bon augure pour la Ligue et pour Dallas. Oui, et puis, quelque part, c'est mérité que l'équipe qui joue le mieux au basket collectivement sont en train de passer. Ça sera vraiment une tristesse si la façon qu'ils jouent les Mavs leur permettait de gagner. Ça sera critique Non, pour puis le c'est basket. un échec à venir pour Dallas, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu énormément d'échecs dans les années précédentes pour Boston, qui a perdu la finale NBA bien sûr en 2022, mais il y a eu un nombre de défaites en finale de conférence, la sortie de route contre Miami la saison dernière, bon, tout ça on apprend forcément des échecs, Bien sûr. même parfois il y a eu peut-être pas des humiliations, mais pour Boston, il y a eu vraiment des gros coups d'arrêt dans le passé, et pour Tatum et Jaylen Brown, qui en ont pris plein la tête Ouais, dans le mais passé aussi. Là, ça va être autour chaque de année, Luka que ce Doncic. soit individuellement ou collectivement, on ne vous met pas devant les mêmes standards. Les joueurs comme Tatum, il n'a pas le même standard que les autres. On a mis le bar très haut pour lui. Aujourd'hui, lui, pour il soit vraiment validé, il faut absolument que Boston gagne ce titre. Qu'il soit à 17 points de moyenne, à 20 points de moyenne, tout le monde s'en fout, mais royalement. Ils vont savoir est-ce que l'équipe qui joue Jason Tatum a gagné le titre ou pas. Pour revenir sur Doncic, on voit quand même que physiquement, c'est beaucoup plus compliqué pour lui qu'au tour précédent. Il y a eu un coup de moins bien à un moment contre Oklahoma City, c'était redevenu mieux face à Minnesota en finale de conférence. Ouais. Là, en fait, autant en défense, on a l'habitude de pas forcément beaucoup le voir bouger. En attaque, sur les 1 contre 1, il a beaucoup de mal en fait à éliminer ses adversaires. On voit que c'est plus difficile pour lui de dribbler, de passer. Sur son premier pas notamment, ça couine un Mais peu au même- niveau du genou quand même. Même là, en termes de shoot, c'est-à-dire que ses pourcentages au shoot sont pas bons. Là, sur le dernier match, je crois qu'il fait Ouais. 1 sur 7 à 3 points. Il commence bien le match et après, au fur et à mesure, il pète en l'air. Parce quand que même. c'est la fatigue. C'est-à-dire que Luka, pour amener cette équipe des Dallas Mavericks jusqu'à là où elle est actuellement, c'est beaucoup sur lui. Il a énormément joué. Toute la saison, il a beaucoup joué. Et Luka, c'est pas le meilleur athlète qu'on ait, hein. Donc, Non. c'est vrai que ça pèse. Et puis même physiquement, il a les petits bobos, cage thoracique, genoux, cheville. Donc, tout ça, ça rentre en compte. Et le fait que c'est un attaquant génial, mais là, il est forcé à défendre. Parce que le 5 majeur de Boston n'a pas de point faible. Bah, en fait, c'est qui que tu sois, qui que ce soit, tu te retrouves en défense face à soit Jason Tatum, soit Jaylen Brown, Non, ou alors mais- tu as Jrue Holiday, puis Derek White qu'il faut suivre aussi. T'as vu, En fait, t'as jamais de repos en fait. T'as vu les bêtes qui est en face, Ouais, t'as quand jamais même. de repos. Et je reviens Doncic, forcément, sur ce que Jaylen j'ai Brown, dit d'ailleurs. avant. Au lieu de faire 5 dribbles pour avoir son shoot, il est obligé de faire une dizaine. Et ça tape dedans. Il sort d'un écran, un, deux, boum, ça tape dedans tout au long du match. Et comme il sort pas beaucoup, oui, il se repose en défense. Mais bon, il sort pas beaucoup. Ça use physiquement. Donc ses shoots, récemment, 4e carton, là, c'était pas le cas parce qu'il était assis, mais n'étaient pas les mêmes. Et il y a beaucoup de jambes, qui manquaient du jambe. Bien sûr, il est Voilà, fatigué. c'est la fatigue. Pour revenir sur le supporting cast de Dallas, ça reste quand même. Enfin, on est en finale NBA, donc c'est quand même très fort déjà la performance du groupe, mais est-ce qu'on peut vraiment viser un titre face à une équipe aussi forte de Boston quand PJ Washington, Daniel Gafford et Derrick Jones Jr. sont titulaires en fait, il y a un moment il faut un peu plus de talent quand même pour aller au bout. Il manque un truc. Surtout que pense. Tim Hardaway et Ouais. Hardy sur le banc.
Bon, c'est pas non plus. Je pense que après le talent, c'est souvent aussi comment ce talent est exploité. Mais c'est des joueurs qui peuvent pas créer leur shoot. Voilà. Si PJ peut créer son shoot, Ouais. PJ Washington peut créer son shoot, mais clairement pour le reste, non. Et le problème qui se passe avec Dallas, c'est que ils sont aussi inexpérimentés. Pour que ce soit PJ Washington, c'est sa première apparition dans les grandes finales. Donc, il est en apprentissage. Derrick Jones Jr., pareil. Lively, Gafford, Oui, Tim rookie, Hardaway ouais. Jr., Hardy. C'est première expérience pour eux. Et donc, ils sont jeunes de se dire que dans leur rôle, qui sont des role players, de dire qu'ils vont être dominants assez pour gagner, c'est se mentir. C'est se mentir quand on voit une armada en fait, comme Boston qui a en fait 5 joueurs qui sont très forts défensivement, mais qui sont aussi forts en attaque et qui sont surtout expérimentés. Tout le 5 majeur de Boston est expérimenté, a tous fait des longs playoff runs, tous. Donc ils n'ont pas peur du moment. Et c'est là où, dans leur jeu, on voit beaucoup de maturité. Beaucoup. Sur la fin de match, c'est plein de prestance, c'est plein de petits détails. C'est magnifique. C'est magnifique. Boston, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Ouais, c'est indiscutable. Ils ont construit un roster vraiment qui est complémentaire avec la maturation et surtout le super état d'esprit de Tatum et Brown qui ont dit il faut arrêter de nous déviser. On a une équipe qui cherche une bague et on s'en fout qui a le crédit. Ça va changer tout le temps. Et pour revenir sur Dallas, moi je crois qu'il manque un joueur dans cette équipe. Il manque une troisième force. Il n'y a plus des big two, il n'y a plus des trucs comme ça. Il faut des choses autour. Il faut des bons joueurs qui se concentrent sur la défense. Un joueur comme Holiday, on regarde ce qu'il fait. Il s'en fout s'il met 2 points, 4 points, mais pourtant, il va défendre comme un chien. Et puis, voilà, Dallas, toujours les mêmes options. Des joueurs qui monopolisent le ballon. Effectivement, les joueurs autour, ils ne servent à rien. Parce qu'ils ne créent pas de shoot pour eux. Et même si on est bien d'accord qu'ils sont incapables de faire certaines choses. Ils ont 2 intérieurs qui n'ont pas de jeu dos au panier. Ils jouent tous les 2 face. Donc voilà, il faut évoluer, s'améliorer. Je sais que Jason Kidd, c'est un entraîneur d'attaque, mais il faut que ça devienne un entraîneur collectif aussi. Sweep ou pas, Yann, à ton avis? Oui, sweep. Ça va pas être facile, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amour-propre chez ces 2 joueurs, Kyrie Irving et Luka Doncic. Mais cette équipe de Boston est trop sous contrôle, en fait. Elle contrôle vraiment son sujet. Et puis, je trouve qu'ils n'ont encore rien fait d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu encore cette explosion offensive. Le match 1, quand même... Non, sur la première mi-temps. Un peu le début du match, ils finissent à 37 points le premier carton. Ouais, le début. Mais après, en termes de pourcentage au shoot, ça reste... pas parfait pour l'instant. Non. Ils en ont encore sous la semelle, je pense. Et ils sentent surtout le sang. Quand on sent le sang, on a une proie qui est déjà presque mourante, quoi. Je pense qu'avec le leadership qu'ils ont, le spacing, parce que moi, ce que j'adore le plus avec cette équipe de Boston, c'est la façon dont ils sont respectueux de leur spacing en attaque. C'est-à-dire que peu importe qui a la balle, ça peut être Derrick White ou Al Horford, les autres joueurs sont bien placés, ils sont patients, la balle bouge. Ouais. C'est très difficile, en fait. Moi, je me passe en tant que défenseur quand j'ai les choses qui sont en place comme ça, n'importe quelle attaque, en fait, ne me fait pas peur. Donc, ils ont tout. Sweep. Pour moi, ils vont finir vendredi soir. Ça va être très compliqué pour le Dallas de gagner le match. On le voit dans le langage de corps. De toute façon, ils n'y croient plus. Bon, maintenant... Non, c'était celui-là. C'était cette nuit qu'il fallait gagner. Il fallait gagner. Donc, Boston, voilà, c'est quand même... Tu as un matelas de 3 matchs. Ils savent parfaitement bien que Dallas ne va pas leur battre 4 fois. Ils savent parfaitement bien. Même s'il y a un petit révolte de Dallas vendredi... Allez, on va aller chez nous, à Boston, faire la fête. Voilà, ça sera plus simple. Non, je pense que même pas. Non, ils vont pas le dire. Ils sont en mission. Mais d'habitude, j'aurais peut-être pu voir du relâchement. Dans certaines finales, on pourrait penser à du relâchement. À ce moment-là, 3-0, Boston. On sait parfaitement bien que Boston, de temps en temps, est capable
de tomber dans leurs mauvaises habitudes. Ils ne sont pas parfaits, comme tu dis. Il y a des périodes où ils jouent mal. Hein. Quand le Mavs revient de moins 21 ou je ne sais pas combien, ils reviennent à une possession quand même. Hein. Donc, et c'est vraiment le basket qu'ils ont pratiqué pendant cette courte période, certes, était mais mauvais. Mais Chris, rappelle-toi, juste avant le run des Mavs dans le 4e quart-temps, regarde le body language. Regarde, Dallas était fini. Début du 4e quart-temps, quand ils sont à moins 20, là... Il y a 21 points. Il y a 91-70. Le public, les gens commençaient déjà à huer. Les joueurs baissaient déjà la tête. Ils étaient déjà... Franchement, et après, ils ont fait un run magnifique. Le public est rentré dedans. Crédit aussi aux Boston Celtics parce que eux, ils sont retombés dans leur déboire là où ils commençaient à prendre des shoots nuls, tout ça, la balle ne circulait. Mais en tout cas, juste pour dire que si Boston est sous contrôle, je vois pas. Le match aurait pu être plié fin du 3e quart-temps, début du 4e quart-temps déjà. Vous voyez déjà où on est. Un sursaut, Déjà de vivre ces expériences-là, parce que l'année dernière, ce n'était pas le cas. Boston, des fois, ils étaient dans les mêmes situations où ils perdaient le match. Parce qu'ils perdaient ont perdu plein des matchs comme ça. Ils ont perdu le contrôle, ils faisaient n'importe quoi. C'est ça que tu as dit au début de cette émission. C'est exactement ça. C'est la maturité. Et là, ils sont en train, on les voit quand ils traversent, ils laissent passer la tempête. On voit cette confiance, on va bien défendre, on va continuer à taper physiquement. L'adresse, l'attaque, on trouvera des solutions, mais il faut maintenir ce qu'on appelle le composure, c'est de rester calme, laisser passer les choses et puis être là quand il faut. Et pour terminer, votre MVP des Finals. C'est pas fini, hein, bien sûr, mais après 3 matchs. Parce que souvent, il n'y a pas vraiment de débat. Souvent, on prend le leader de l'équipe, mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment un leader à Boston entre Brown, Tatum? On pourrait parler de Jrue Holiday aussi pour son impact en défense. Justement, c'est le force de cette équipe de ne pas avoir un seul leader. On n'arrive pas à citer un leader. Il y a chacun, 3 leaders au moins. Quelquefois, moi, s'il faut choisir maintenant, aujourd'hui, moi, je donnerais à Jaylen Brown. Je suis aussi d'accord sur ça, même si, par exemple, sur le Game 3, heureusement que JT a pris les choses en main en première mi-temps. Oui, tout à fait. Après, c'est un relais, quoi. Oui, c'est un relais, chacun son tour. Ouais. Ils se sont tapés, ils se sont donné le bâton. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'ils ont plus besoin que Jaylen Brown soit bon que Tatum soit scoreur. Il donne les balles. Regarde JT, ce qui se passe. OK, mais JT, dans la création pour les autres, il est très bon. Peut-être même plus important que Jaylen Brown. Peut-être, mais... Non, il y a débat. Franchement, il y a débat. Et là, c'est pareil. JB, il a été très bon à la passe sur ce match-là. Je crois qu'il termine à 7-8 passes. C'est lui qui fait sortir Doncic du match, en fait. Aussi. Il faut bien admettre que le level est extrêmement haut quand même, en train de débattre du bon, du très bon, du super bon. C'est le match 4 qui peut-être définira le MVP des Finals entre Jaylen Brown et Jason Tatum. Rien à ajouter, messieurs? C'est bon, on a fini ou il y a encore un petit grain de sel à remettre? Juste un petit rest in peace pour Jerry West. On n'a pas parlé. Tout à fait. Moi, c'était mon idole quand j'étais jeune à Los Angeles. Le shoot parfait. Quand j'allais jouer dans le playground, je faisais des matchs dans ma tête et j'étais Jerry West, number 44, the Zeke from Cabin Creek. Donc un mec qui était hyper important, légendaire pour le basket. Voilà. Champion en 72 et le seul MVP des finales à ne pas avoir gagné les finales en 69 contre les Boston Celtics. Voilà. Bon, je pensais peut-être que Luka Doncic pouvait être MVP des finales cette année, même en perdant. Non. Mais là t'as bien compris. Là, c'est pas possible. Là, c'est foutu. Non, absolument pas. Merci Chris. Merci Yann pour votre participation. Très bonne émission à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.